Imaginez, nous sommes à la fin des années 1940. Le monde peine encore à se remettre de la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine, sauf que cette fois, le champ de bataille n'est pas l'Europe. C'est l'endroit le plus hostile et le plus impitoyable de toute la planète. L'Antarctique. En 1948, un groupe de nations occidentales s'est réuni et a découpé des revendications territoriales sur le continent gelé comme s'il s'agissait d'une pizza. Des postes scientifiques, des drapeaux de souveraineté, tout le package. Et l'Union soviétique? Pas invitée, pas consultée, pas même informée par courtoisie. Si vous connaissez un tant soit peu la mentalité soviétique pendant la guerre froide, vous imaginez déjà comment ça a été reçu. S'ils ne pouvaient pas faire partie du club, ils en construiraient un meilleur. En 1955, l'URSS avait formé son propre programme officiel d'expédition antarctique et chargeait des navires cap sur la glace. La mission était simple sur le papier. Y aller, installer des stations, planter le drapeau et faire savoir au monde entier que l'Union soviétique n'allait pas se laisser mettre à l'écart. Pas même au bout du monde. Mais voilà ce que personne n'avait vraiment anticipé. Arriver en Antarctique, c'est un défi. Se déplacer dans l'Antarctique, c'est un cauchemar d'une toute autre nature. Et la solution sur laquelle ils ont finalement abouti était quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Un véhicule qui semblait résulter d'un croisement entre un char de combat soviétique allongé jusqu'à la taille d'un bus de ville avec un petit immeuble construit dessus. Il roulait sur des chenilles de char, était propulsé par un moteur dérivé d'un char, mais avant que cette machine puisse exister, les soviétiques allaient découvrir à la dure à quel point l'Antarctique était vraiment brutale. La première équipe soviétique a débarqué en 1955, installé quelques stations de recherche côtière et s'est immédiatement heurté à un problème qu'aucune bravoure de guerre froide ne pouvait résoudre, le terrain. Ils avaient amené des camions militaires, les mêmes robustes chevaux de trait qui avaient transporté de l'artillerie sur le front de l'Est. Des machines solides, éprouvées et totalement inutiles sur la neige antarctique. Et l'opération s'est arrêtée dans un embarras total. Dans le désespoir, quelqu'un a suggéré d'essayer les tracteurs agricoles qu'ils avaient emportés presque comme une réflexion après coup. Lent, glacial à utiliser sans le moindre confort. Mais ces larges chenilles métalliques accrochaient vraiment la glace. En 1957, les explorateurs en avaient assez vu et avaient envoyé un message à Moscou qui était à la fois un rapport scientifique et un appel au secours. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Les boussoles fonctionnaient à peine à cause du pôle sud magnétique. Les radios grésillaient et coupaient constamment. Le paysage était tellement uniforme que les conducteurs naviguaient au soleil et aux étoiles, ce qui voulait dire que pendant les blizzards, ils naviguaient essentiellement à l'aveugle. La deuxième expédition est arrivée avec l'ATS, un tracteur militaire à chenilles construit sur la plateforme du légendaire char T-54. Enlever la tourelle, retravailler la transmission et on obtenait quelque chose de vraiment capable sur la glace. Ces machines pouvaient transporter d'immenses charges, ce qui comptait énormément parce qu'en Antarctique, le carburant n'est pas simplement du carburant, c'est la survie. Entre 70 et 75% de tout ce qui était transporté était du diesel, utilisé pour alimenter les véhicules et empêcher les gens de geler dans leur cabine. L'ATS a ouvert de nouveaux territoires et 2 autres stations de recherche ont été établies. Et ce qui arrivait aux équipes dans l'extrême intérieur allait révéler à quel point ils étaient encore loin du compte. Le diesel gèle, pas simplement s'épaissit, il gèle vraiment, au point qu'on peut le couper à la hache. Et quand toute votre stratégie de survie repose sur des moteurs diesel qui tournent en continu, ce n'est pas un petit inconvénient, c'est une crise. Les équipes se retrouvaient à allumer des feux sous les véhicules juste pour dégeler suffisamment le carburant et faire démarrer les moteurs. Vous êtes déjà au bout du monde, entouré de vide blanc et d'un vent qui transperce n'importe quoi, et votre routine matinale consiste à ramper sous un tracteur gelé pour allumer un feu de camp. Ensuite est venu le problème de l'altitude. L'intérieur antarctique est perché sur un vaste plateau élevé et au fur et à mesure que les tracteurs grimpaient au-delà de 3000 mètres, l'air plus rare commençait à priver les moteurs d'oxygène. La puissance chutait, les pannes devenaient routinières. La vérité inconfortable était présente dans chaque rapport de mission. Ce qu'ils avaient n'était tout simplement pas suffisant. Ce dont ils avaient besoin, c'était quelque chose qui n'avait jamais été construit auparavant. La question était de savoir qui pourrait le construire. Et la réponse est venue non pas en regardant d'autres véhicules, mais en regardant droit vers le ciel.
Les ingénieurs soviétiques ont fait quelque chose d'intelligent. Au lieu de se demander quel véhicule fonctionnerait le mieux sur la glace, ils se sont demandé ce qui maintient déjà les humains en vie dans le froid extrême. Et la réponse était juste au-dessus de leur tête, les avions. Les avions croisent régulièrement à des altitudes où les températures extérieures descendent à moins 50, moins 60 degrés. La cabine reste chaude et habitable. Forts de cette intuition, les soviétiques ont cherché une installation qui maîtrisait les deux mondes, la fabrication de véhicules à chenilles et la construction aéronautique. Ils l'ont trouvé à Kharkiv, en Ukraine, à l'usine de construction de matériel de transport de Kharkiv. Le cahier des charges qu'ils ont remis était presque déraisonnable. Concevoir et construire le véhicule d'exploration antarctique ultime avec des quartiers de vie fermés, un atelier, un laboratoire scientifique et un hébergement complet pour l'équipage. Et le livrer en 3 mois. Ce qui est sorti de cette ligne de production était vraiment impressionnant. La Kharkovchanka ressemblait à quelqu'un qui avait pris un char soviétique, l'avait allongé, retiré la tourelle et vissé un habitat autonome sur le dessus. 10 cm de laine synthétique tassée entre les parois de la cabine signifiait que l'intérieur ne perdrait que 1 à 2 degrés par jour sans chauffage actif. Il construisait un thermos assez grand pour que 8 personnes puissent vivre, manger, dormir et travailler à l'intérieur. Le moteur, un diesel turbo-compressé produisant plus de 900 chevaux, se trouvait à l'intérieur du véhicule, accessible pour la maintenance sans que personne n'ait à sortir. La vitesse maximale était d'un modeste 11 km/h, mais relié à des traîneaux transportant près de 77 tonnes de fret, lents et puissants, était exactement ce que l'Antarctique exigeait. À l'intérieur, l'équipage disposait d'une cuisine avec une cuisinière électrique, des couchettes pour 6 à 8 personnes et un laboratoire scientifique entièrement équipé. Il y avait même un petit dôme d'observation au plafond pour que le navigateur puisse prendre des relevés d'étoiles sans toucher à une poignée de porte. 3 exemplaires ont été construits et expédiés vers le sud et la glace, comme toujours, avait ses propres avis. La mission était audacieuse, même selon les standards soviétiques. Pas cartographié, pas survolé, juste aller vers le sud, ne pas s'arrêter et ne pas mourir. 16 hommes, 2 Kharkovchanka, un tracteur ATS en secours. Et derrière eux, des traîneaux chargés de suffisamment de diesel pour que le convoi ressemble davantage à un dépôt de carburant mobile qu'à une expédition scientifique. Les problèmes ont commencé immédiatement. La consommation de carburant était féroce, environ 12 litres par kilomètre, à une allure d'escargot. Les calculs étaient au brutaux dès le premier jour. Puis les chenilles ont commencé à lâcher. Ces chenilles, plus larges et plus longues, qui étaient censées représenter une telle amélioration, n'ont pas tenu 1000 km avant de nécessiter un remplacement complet. Un travail qui a pris 5 jours. 5 jours sans chauffage dans une cabine qui ne pouvait pas maintenir sa température sans lui. L'isolation qui avait semblé si impressionnante sur le papier a rapidement montré ses limites. Et dans un cruel retournement de situation, le moteur tournait aussi trop chaud. Placé à l'intérieur de la cabine, il ne pouvait pas évacuer correctement la chaleur. Et pourtant, 20 jours après le départ, le convoi soviétique est arrivé à la station américaine au pôle sud géographique. Frigorifié, épuisé, tournant avec les dernières réserves de carburant. Mais s'ils y étaient arrivés, la Kharkovchanka, défaut et tout, avait accompli quelque chose qu'aucun véhicule terrestre n'avait fait auparavant. La question était maintenant de savoir s'ils pouvaient construire une version qui fonctionnerait vraiment correctement. Pendant environ 20 ans, les véhicules de première génération ont continué à grinder sur la glace antarctique, défauts inclus. Mais au milieu des années 1970, les ingénieurs soviétiques avaient accumulé assez d'expériences durement gagnées pour savoir exactement ce qui devait changer. La décision la plus contre-intuitive, remettre le moteur à l'extérieur. Tout l'intérêt du design original était de tout garder à l'intérieur. La deuxième génération est revenue à une disposition de moteur externe avec une intégration bien meilleure entre le groupe motopropulseur et la cabine. L'isolation a été repensée de zéro. Les boulons structurels qui maintenaient les parois de la cabine de première génération ensemble avaient de minuscules espaces entre eux, à peine détectables en usine, mais catastrophiques à moins 60 sur le terrain. La deuxième génération a tout scellé correctement. L'ajout le plus intelligent était le moteur auxiliaire. 3 véhicules de deuxième génération ont été terminés fin 1975 et expédiés vers le sud. Les retours sont arrivés immédiatement. Plus chaud, plus silencieux, plus fiable, vraiment plus confortable. Pendant les 20 années suivantes, ils ont soutenu des missions scientifiques, des collaborations internationales et ont poussé l'exploration antarctique bien plus loin que la première génération ne l'avait jamais fait. Tout pointait vers une troisième génération.
Ils n'en ont jamais eu l'occasion. À la fin des années 1980, des plans pour une Kharkovtchanka de troisième génération existaient. Mais elle n'a jamais été construite. L'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et avec elle sont partis les financements, les structures politiques et l'appétit pour construire des machines spécialisées coûteuses pour un continent à l'autre bout du monde. C'était, d'une étrange façon, presque identique au destin du snowcruiser américain que les soviétiques avaient ainsi soigneusement étudié des décennies plus tôt. Cette machine avait été tuée non pas par la glace, mais par la Seconde Guerre mondiale qui avait englouti l'argent qui aurait pu la maintenir en vie. La Kharkovtchanka a connu la même fin. Plusieurs ont simplement été abandonnés dans des stations reculées quand le coût de leur maintien opérationnel s'est devenu impossible à justifier. Laissés là où ils se sont arrêtés, la glace s'est lentement accumulée autour des chenilles, s'est infiltrée dans les jointures et a commencé à reprendre des machines qui l'avaient autrefois défiée. Les explorateurs qui les ont trouvés décrivent une expérience vraiment étrange. Ces énormes engins qui avaient autrefois transporté des scientifiques soviétiques jusqu'au pôle sud, silencieux et immobiles dans le même froid, pour lequel ils avaient été conçus pour vaincre. La Kharkovtchanka était imparfaite, bruyante, gourmande en carburant et parfois une façon très coûteuse d'avoir presque assez chaud. Mais quand ça comptait vraiment, quand la mission était d'atteindre le pôle sud à travers un territoire qu'aucun véhicule n'avait jamais traversé, elle a livré. Et dans l'arithmétique brutale de la survie en Antarctique, c'est la seule mesure qui compte.